Michel Odoul, bonjour. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir pour le podcast Mise en lumière holistique. Oui, bonjour Véronique. Moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, vous faites partie de mon parcours dans la spiritualité, dans le développement personnel, suite à ma prise de conscience par rapport à ma sclérose en plaques. Et donc, depuis 13 ans que je fais ce cheminement, vous avez fait partie de mes lectures avec votre livre, donc un des plus connus mondialement, donc Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Et il me tenait vraiment à cœur, et c'est pour ça que je vous remercie infiniment de vous recevoir dans cet épisode du podcast. Euh, Est-ce qu'on a besoin réellement de vous présenter? Je l'ai fait préalablement dans l'épisode, mais du coup, voilà, c'était moi ce qui m'intéresse, c'est déjà de comprendre tout votre processus vis-à-vis de votre vie et de votre compréhension, de votre cheminement, en fait, vis-à-vis de la maladie et de tout le processus qui vous a amené à ce que vous faites et qui vous êtes aujourd'hui. Parce qu'a priori, Oui, depuis voilà, une trentaine d'années, même plus peut-être, je ne sais pas, oui, euh, oui, un petit peu plus même, oui. de qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à aujourd'hui. C'est un cheminement un peu particulier, c'est un cheminement un peu atypique parce que, effectivement, au départ, moi, je suis quelqu'un qui est issu du monde de l'entreprise et qui a commencé sa vie professionnelle dans le monde de l'entreprise. J'étais quelqu'un qui était un cadre supérieur, qui menait une vie de fou comme tous les cadres supérieurs. Et un ami un jour me dit, écoute, voilà, si tu as envie de te détendre et te déstresser, moi je pratique un art martial qui est vraiment quelque chose de formidable pour ça, qui s'appelle l'aïkido. Et donc, je suis allé assister un jour à un cours d'aïkido qui était donné par un maître japonais et j'ai trouvé effectivement que ça pouvait être intéressant et que ça pouvait être quelque chose sur le plan physique et sur le plan nerveux qui pouvait m'apporter quelque chose. Et je suis allé m'inscrire à ce cours d'aïkido dans lequel effectivement j'ai trouvé la pratique dont j'avais besoin. Et ce cours, cette pratique particulière, qui est déjà porteuse d'une philosophie japonaise très particulière, parce que l'aïkido est intimement lié à tout ce qui est la dimension spirituelle du Shinto japonais, eh bien, le maître d'aïkido de l'époque, maître Nakasano, était aussi un maître en shiatsu. Et donc, j'ai décidé d'aller m'inscrire à une formation en shiatsu chez lui pour voir, pour découvrir un peu ce qu'était le shiatsu. Et quand je suis allé à cette formation, à cette initiation, où je suis allé avec mon épouse, celle-ci avait mal à un genou à l'époque. On avait consulté, bien entendu, dans les voies classiques de la médecine occidentale, dont nous étions les enfants, et qui nous avait dit, les médecins avaient dit, bah non, vous n'avez rien. Et mon épouse était très contente, mais elle boitait et elle avait mal. Oui. Et donc, on arrive à ce cours de shiatsu et le maître la voit qui boite et lui demande qu'est-ce qu'elle a. Et donc, elle lui explique son cas. Il la fait s'allonger. Il saisit non pas son genou, mais la cheville et le pied de mon épouse. Il appuie très fortement sur un point donné. Elle a poussé un cri de douleur et elle n'a plus jamais eu mal au genou. Waouh. Et donc, nous avons rencontré là, en fait, une lecture et une vision du monde qui apportait des réponses dans des dimensions où la nôtre n'en N'avait apportait pas. n'avait pas les réponses, oui, tout à fait. Voilà. Et qui, en même temps, n'était pas exclusive de cela, mais venait compléter. Et là, ça a été un vrai débroussaillage des neurones, si j'ose dire, par rapport au référentiel habituel. Et ça m'a interpellé, et donc j'ai décidé de continuer à me former. Et puis bah, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, puis la main, puis le bras, et puis me suis fait entièrement avaler dans cet engrenage. Et je me suis donc formé pendant plusieurs années au shiatsu, qui est cette technique, un peu cette sorte d'ostéopathie orientale. Et j'ai commencé à consulter ensuite, j'ai ouvert un cabinet de consultation, et puis je me suis intéressé à la dimension subtile associée au monde de l'énergie, qui est la dimension aussi du psycho-émotionnel qui va Mhm. avec. Et je me rendais compte effectivement que, au fur et à mesure où je rencontrais des patients, eh bien, ceux-ci étaient aussi porteurs d'une histoire. Il n'y avait pas qu'une réalité physique pure et simple, ou il n'y avait pas qu'une réalité mécanique, ou il n'y avait Oui. même pas qu'une réalité qui est énergétique, mais il y avait sans doute des vécus qui étaient associés, et qui étaient des vécus qui, en fait, euh, étaient assez similaires
lorsque les patients qui venaient me voir étaient porteurs des mêmes souffrances ou des mêmes zones corporelles en tension. Et donc, à partir de là, j'ai commencé effectivement à m'interroger sur le fait de dire, mais y a-t-il un lien potentiel? Oui. Donc, j'ai cherché. J'ai cherché, et dans la médecine traditionnelle chinoise, qui est la vision qui sous-tend la dimension énergétique du shiatsu, et dans les éléments de la psychologie jungienne, eh bien, j'ai trouvé un certain nombre de ponts, de clés, de liens qui pouvaient être faits. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai établi une sorte de synthèse de ce type de relation qui est une idée de dire sur le fond que sans doute, à travers les mots du corps MAUX, il y avait sans doute des mots de l'être ou de l'âme, des mots liés à des vécus ou à des tensions psycho-émotionnelles qui pouvaient être compris. Et puis j'ai validé ça, c'est-à-dire qu'avant de publier, par exemple, l'ouvrage que vous citiez tout à l'heure, là, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, j'ai un peu plus de 6000 consultations derrière la Oui. première édition de ce livre. Et ça a évolué depuis. Et donc, j'ai pris le temps de confronter, de valider, de vérifier, et de voir qu'effectivement, il y avait une espèce de cohérence fondamentale, et qu'on pouvait, à partir du moment où quelqu'un était porteur d'une souffrance physiologique, on pouvait envisager qu'il puisse y avoir derrière un sens à comprendre. Et c'est là qu'a commencé à apparaître la deuxième dimension de ce que j'ai élaboré à cette époque-là, c'est que non seulement c'était quelque chose qui était facilitant dans le travail, puisqu'à travers la compréhension qu'on pouvait avoir de par la souffrance ou le symptôme étaient vécus, qui étaient les vécus de la personne, et donc ça allait faciliter le travail des conseils et des changements comportementaux qui allaient devoir être mis en place, eh bien c'est que le fait d'amener le sens au patient. C'est-à-dire que Ouais. lui faire comprendre que ce qui lui arrive n'était pas une fatalité, était quelque chose qui allait le sortir d'un état de victime pour le re-rendre acteur de ce qui pouvait se jouer et Exactement. reprendre les choses en main. Et que ça avait donc en plus un effet, une action d'accompagnement thérapeutique qui facilitait le travail et améliorait la qualité et l'importance des résultats. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est tout votre processus de compréhension en fait vis-à-vis justement des personnes qui venaient vous voir. C'était pas simplement rester dans votre pratique en disant la personne vient avec un cas clinique, une Oui, problématique, je répare entre guillemets et hop, la personne repart. Et à un moment donné, ça a été vous de commencer à faire le lien entre finalement la personne que vous aviez, les personnes que vous aviez, les différents symptômes, les différentes maladies et vous de tout votre cheminement également en parallèle par rapport aux études et tout votre cheminement et de dire ok, il y a peut-être quelque chose à aller approfondir là-dedans. oui. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans la psychologie jungienne, c'est que Jung s'était beaucoup intéressé pardon, à l'Orient, puisqu'il avait même développé des concepts fondamentaux de sa vision de la psychologie de l'être humain à travers la rencontre qu'il avait eue avec un traité d'alchimie chinois qui s'appelait le traité de la fleur d'or, je crois, il me semble, et où il avait compris un certain nombre de choses fondamentales, et où il avait intégré les notions de yin et de yang à travers la vision qui était la sienne, notamment à travers les notions d'anima et d'animus. Et que dans cette vision-là, je me rendais compte qu'il y avait sans doute des ponts qui pouvaient être faits, qui n'avaient pas été faits, mais que la connaissance pouvait devenir transverse. C'est-à-dire que, effectivement, le patient n'était pas simplement une machine biomécanique qui venait dans lesquelles une pièce était Mm. défectueuse, mais Pas que uniquement un X corps. patients qui venaient avec la même pièce défectueuse n'avaient pas la même histoire de vie qui les avait conduits à ça. Et qu'il fallait reprendre en compte non plus la maladie, mais le malade. Qu'il fallait reprendre en compte non plus la zone corporelle qui était en souffrance, mais l'appartenance de cette zone à quelque chose de plus global. Et que sans doute les états et les tensions psycho-émotionnelles, que les stress profonds, et voire même un petit peu plus loin, et c'est ce qui m'a conduit jusqu'à la dimension spirituelle, et que notamment j'ai retrouvé là aussi avec l'Orient à travers les concepts des entités viscérales en médecine traditionnelle chinoise, qui est qu'en fait, sans doute, le lien entre le corps et l'esprit ne doit pas être défait et déloué, Ouais. et que derrière toute expression du corps, il y a quelque chose qui est la signature d'une tension de l'esprit, et que nos corps sont finalement comme des écrans d'ordinateur ou des Oui. écrans tactiles, ils sont l'expression de quelque chose qui se passe au plus profond. J'utilise le terme hologramme. Notre corps n'est que l'hologramme en fait de notre monde intérieur et n'est que le Absolument, reflet de qui nous sommes et des émotions que nous avons à l'intérieur. c'est ça. On part de l'incarnation
pour arriver à l'être que nous sommes aujourd'hui? Comment ça se passe au niveau de notre processus d'incarnation? Alors ça, c'est le cran d'après. C'est-à-dire que, Ah, pardon, j'ai un cran oui, non, d'avance. mais non, c'était le cran d'après dans mon évolution. C'est-à-dire que il est bien évident que quand on approche les philosophies orientales, il y a un moment donné, on va quitter le champ pur de l'ici et maintenant et de l'existentiel. En Occident, nous confondons vie et existence. Oui, Nous considérons que la vie, c'est ce qui se passe entre la naissance et la mort. Et peut-être bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus vaste. Et que nous ne sommes pas des fétus de paille qui sont ballottés par le hasard et la nécessité, mais que nous sommes peut-être le résultat de quelque chose et que nous sommes peut-être des êtres qui viennent réaliser quelque chose. Les philosophies orientales apportent un éclairage qui peut permettre de porter une hypothèse intéressante à ce propos-là, et qui est effectivement toute la philosophie de l'incarnation, philosophie à travers laquelle on considère que la vie est une école dans laquelle on vient apprendre et expérimenter un certain nombre de choses, et que ben, parfois dans cette école, il y a des moments donnés où il y a des leçons ou des devoirs qui sont un petit peu difficiles à comprendre et qui génèrent de la tension et de la difficulté à être. Et c'est de là où on peut utiliser cette image que je développe dans mon ouvrage, de cette calèche qui avance sur un chemin qui s'appelle le chemin de la vie, et qui peut être une représentation de l'être humain. Calèche qui est tiré, qui représente notre corps physique, qui est tiré par des chevaux qui représentent nos émotions, parce que nos émotions sont nos moteurs dans la vie. Hein. Émotérer, ça veut dire mettre en en mouvement, mouvement, tout à hein, fait. dans l'origine latine, Ouais. que ces chevaux sont conduits par un cocher qui représente notre mental, et qu'à l'intérieur de la calèche, à nouveau, qui représente notre corps, eh bien, il y a un passager qui représente notre non-conscient, notre subconscient, notre âme, notre psyché, notre chaîne, comme diraient les chênes, ça s'écrit C-H-E-2-N, hein, c'est pas le chêne l'arbre, notre chaîne, comme diraient les philosophes chinois, Tout à fait. en tout cas quelque chose de subtil au fond de nous, qui en fait est ce qui connaît le chemin de la vie, le process, et ce que nous sommes venus expérimenter. Je trouve l'image Et que dans, du cocher magnifique. voilà. Et que dans cette image-là, eh bien, lorsque le cocher conduit mal, lorsque le cocher n'évite pas les ornières ou les poules, lorsqu'il n'évite pas les obstacles, le voyage devient inconfortable. Et on dit dans les philosophies orientales que, en fait, la vie, ça n'est pas simplement l'existence, mais que ça existe et ça se développe à travers deux plans différents. Un plan qui est avant l'incarnation ou la naissance, La qui naissance s'appelle le ciel antérieur, et un plan qui est après, celui où nous sommes en train de parler maintenant, qui est l'ici et maintenant, qui s'appelle le ciel postérieur. postérieure. Et que dans le ciel antérieur, eh bien, nous faisons des choix, nous élaborons des choix et des stratégies que nous venons réaliser dans le ciel postérieur. Et que lorsque nous réalisons dans le ciel postérieur ce pourquoi nous nous sommes inscrits ou incarnés, le voyage se passe bon an, mal an de façon confortable. Lorsqu'en revanche, nous ne réalisons pas dans le ciel postérieur ce que nous sommes venus et ce que nous avons choisi d'incarner et ce pour lequel nous nous sommes donné des moyens, à partir de ce moment-là, ça génère une distorsion. Et que cette distorsion, eh bien, c'est ça la maladie, c'est ça la tension et c'est ça la souffrance. C'est ça, c'est-à-dire que ça va être un décalage en fait entre ce qui va se passer à l'intérieur, donc l'inconscient, et ce qui va se passer à l'extérieur, le conscient. Voilà. Hein. Et j'utilise souvent une image pour ça, qui est une image qui permet d'illustrer un petit peu quel est ce processus, qui est celle d'un jeune homme qui a décidé, un jeune cadre parisien qui a décidé d'aller faire un trekking dans les Alpes, et donc qui réfléchit au matériel qu'il faut qu'il achète, qui prépare son voyage, et etc., etc. Donc tout ça correspond à ce qui peut se passer dans les temps préalables du ciel intérieur, etc. Et Ok. qui, une fois qu'il a préparé et élaboré tous les éléments de son voyage, décide de l'incarner. Donc va prendre son billet d'avion, prend des congés qui conviennent, va acheter le matériel, la grosse doudoune, les pantalons Gore-Tex, les chaussures de montagne, les bouffes, le bonnet, le sac à dos, etc., etc. Et ensuite monte dans le train, Dans le dans train. le TGV pour partir vers les Alpes. Donc commence à incarner son choix qu'il a établi et qu'il a élaboré. Et il se trouve que dans le compartiment du train dans lequel il monte, eh bien, il se retrouve avec une charmante jeune femme avec qui il lie conversation. La conversation est très agréable et il a beaucoup de plaisir. Et ce qui fait qu'au moment où il arrive à Lyon, qui est le moment où il devrait changer de train pour monter vers les Alpes, il décide de continuer le voyage avec la jeune femme, qui est charmante, et de l'accompagner vers sa destination à elle. Sauf Ok. qu'elle, elle se dirige vers les plages de la Côte d'Azur,
où il va se retrouver à 40 degrés à l'ombre, avec une grosse doudoune, avec des moufles, avec un bonnet, des chaussures de montagne et un sac à dos. Et on voit bien que le vécu qui est le sien n'est pas cohérent avec les moyens qu'il s'est donnés et que ça génère une distorsion et un inconfort. Génial. Mais c'est tellement logique en plus. Oui, oui, tout à fait. Et que dans le processus de l'incarnation, sans doute sommes-nous venus réaliser quelque chose, sans doute sommes-nous venus comprendre quelque chose. Mhm. L'Orient nous dit d'ailleurs que nous le savons, que nous oublions tout à la naissance et que nous passons Exactement. notre chemin de vie à retrouver ce que nous sommes venus incarner. Et c'est un vrai processus, comme un processus d'école. Donc il y a des moments où il y a des leçons à apprendre, il y a des moments où il y a des récréations, des moments de détente, des moments où on peut laisser aller. Et puis il y a des moments où on vient valider un petit peu si on a bien compris la leçon. Ça s'appelle les contrôles continus, voire les examens de passage. Et il Et y a nous parfois, rencontrons ce genre de situation dans notre vie comme sur le chemin d'une école. ouais, et il y a parfois des redoublements. Je rigole avec ça. Oui, ben lorsque la leçon a été difficile à comprendre, et il faut bien comprendre que là-dedans, il n'y a aucune notion de punition, contrairement à ce Oui, qui a été malheureusement véhiculé, mais simplement un processus évolutif. Et effectivement, que quand une leçon n'a pas été comprise, il y a une nécessité à la reprendre au début. et elle se répétera tant qu'on ne l'aura pas comprise ou Et approfondie. oui, et oui, absolument. Donc en fait, on passe notre vie pendant 18 ou 20 ans à l'école pour s'apercevoir que c'est la vie en général qui est une école et qu'on est venu expérimenter quelque chose justement sur cette terre. Oui, puis que les processus sont des processus qui sont assez étonnants. Parce que moi dans l'exemple que je peux citer avec ma vie personnelle, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait les études d'école supérieure de commerce, etc., Mhm. etc. Et à aucun moment, quand j'étais dans cette phase des études-là, je ne pouvais envisager que ces études allaient me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai appris un certain nombre de mécanismes. Quand on vous apprend de la connaissance transverse pour connaître les flux économiques et comprendre comment fonctionne une entreprise, eh bien, ça vous donne une formation qui vous permet, lorsque vous allez dans le monde de la santé ou des énergies, d'être capable de faire du transverse et de mettre en lien et en connexion des éléments qui sont des éléments qui normalement ne sont pas utilisés de cette façon-là. Et qu'en fait, la formation que j'ai eue, qui n'avait strictement rien à voir Rien avec à ce que je voir. fais aujourd'hui, est celle qui m'a permis de le faire de la manière dont je le fais. Donc, on peut partir sur l'idée que de toute façon, rien n'est hasard et que tout ce que vous allez acquérir comme expérience vous servira un jour ou l'autre dans votre processus. Absolument. Mais c'est, vous savez, la connaissance même moderne des scientifiques élevés le sait très bien, hein. Einstein a eu cette formule qui est assez intéressante qui dit hasard, c'est le nom que Dieu prend quand il ne veut pas qu'on le Oui. reconnaisse. Je trouve que la formule est belle dans l'idée de dire, ben oui, on nomme le hasard quand on n'est plus capable de faire le lien entre la cause et l'effet. Mhm. Tout à fait. Donc, vous avez commencé à parler justement de ce processus de conscient et d'inconscient, donc de ce Oui, ciel antérieur et de ce ciel postérieur. Ça, ce sont des termes utilisés en médecine traditionnelle chinoise, généralement. Moi, ça me rappelle mes cours. oui, oui, oui. Donc, ciel antérieur, ça Ciel correspond. antérieur, c'est tout ce qui se passe avant la naissance, avant le moment de l'incarnation, avant le moment de l'émergence dans l'univers d'aujourd'hui. Et le ciel postérieur, c'est tout ce qui se passe dans l'univers d'aujourd'hui, c'est-à-dire dès le moment de l'incarnation. Alors, au moment de l'incarnation, l'être arrive, selon les philosophies, avec un potentiel de base hein, qui s'appelle l'énergie primordiale, ce qu'on appelle le yuan chi en médecine traditionnelle chinoise, auquel viennent s'associer au moment de l'incarnation les énergies parentales, qui apportent aussi un champ informationnel. Hein, le spermatozoïde et l'ovule amènent des éléments qui sont des éléments qui structurent une partie de l'individu, mais il n'y Oui. a pas que ça, et auquel s'associe une troisième énergie qui s'appelle l'énergie cosmique, c'est-à-dire que au moment de la coupure du cordon, eh bien, l'être humain reçoit un certain nombre d'énergies, notamment en fonction des heures de la journée. Il y a des organes qui sont plus ou moins en charge ou en fragilité, etc. Et qu'on a un potentiel d'énergie qui est déterminé aussi par ce moment de la coupure du cordon. On dit en médecine occidentale qu'au moment de la coupure du cordon, l'être qui vient de naître va commencer à constituer son propre système immunitaire. Et donc, on est dans un moment où l'être qui vient de naître constitue son identité finale. Et cette émergence dans le ciel postérieur, c'est le moment du départ de la réalisation du projet de vie qui s'est constitué en amont.
On retrouve ça d'une manière déclinée et décalée avec les dimensions du non-conscient et du conscient. Le non-conscient étant quelque chose qui peut être mis en corrélation avec le ciel antérieur, c'est-à-dire dans le non-conscient, on prépare les stratégies qui sont les nôtres, on fait des choix. Il y a un moment donné, j'ai envie de faire quelque chose. Cette envie, elle émerge de quelque part. Elle Mm. émerge de mes strates profondes. Il y a une pulsion quelconque qui émerge. Elle arrive, je la prends et je la reçois en conscience. Et une fois que je l'ai reçue en conscience, j'élabore une stratégie et je finis par réaliser les choses qui s'inscrivent dans le champ du temps conscient. Et là aussi, on a cette espèce de passage d'un état à l'autre. Et lorsque ce que je réalise dans mon champ conscient est cohérent avec ma pulsion et mon envie de fond, eh bien là, à nouveau, à l'identique de ce que j'évoquais tout à l'heure avec mon exemple, je vais être dans l'état d'équilibre et d'harmonie. Lorsqu'en Mm. revanche, il y a une distorsion entre ce qui se passe au plus profond de moi-même et ce que je réalise, eh bien, à partir de ce moment-là, cette distorsion va se traduire par des manifestations physiques qui, petit à petit, vont essayer d'interpeller ma conscience, vont essayer de me ramener à prendre une conscience réelle que ce que je suis sans doute en train de faire n'est peut-être pas mon projet de vie. C'est joliment dit. C'est tout le processus. Euh, À quel moment vous avez vraiment commencé à faire les liens, en fait? C'est vraiment au contact des patients que vous avez eus, de comprendre effectivement, de mettre en application ce que vous avez appris pendant les cours, avec le shiatsu, par exemple? Oui, avec le shiatsu et la médecine traditionnelle chinoise, j'avais appris déjà quelque chose qui apportait une connaissance de l'être humain, qui n'était pas simplement le fait qu'il s'agissait d'une machine constituée de pièces qui s'additionnaient, mais que c'était un être vivant qui, dans sa globalité, donc, pouvait avoir quelque chose. On vous explique que si vous avez mal à une cheville, ce n'est pas obligatoirement la cheville qui est en cause, mais ça peut tout à fait être votre bassin, ou ça peut tout à fait être une problématique au niveau lombaire, voire même au niveau cervical. Oui, C'est-à-dire que le lieu de la manifestation n'est pas obligatoirement le lieu de la cause et qu'il y a une espèce de globalité sur l'ensemble du corps. Et que sans doute des migraines qui peuvent apparaître peuvent être liées à un dysfonctionnement hépatique ou etc. etc. Et que donc déjà dans cette vision du monde, lorsque quelqu'un venait consulter, le symptôme en tant que tel déjà n'était plus l'objet de la préoccupation, mais était une information tout à fait. qui était destiné à faire qu'on allait travailler sur la globalité de la réalité physiologique et physique. Mais bien entendu que pour chacun de mes patients, j'avais des fiches aussi. Et que pour essayer d'évoluer dans ma pratique, je compulsais mes fiches. Et au fur et à mesure du fait que je compulsais ces fiches, je me rendais compte que parallèlement à une espèce de communauté physique par rapport à un certain nombre de symptômes, les personnes qui étaient porteurs de ces symptômes communs étaient des personnes qui m'évoquaient au cours de l'entretien, parce que l'entretien dans une consultation en shiatsu dure environ 20 à 30 minutes. C'est un entretien qui a le temps quand même d'aller chercher un petit peu d'informations. Et bien qu'au fur et à mesure de cet entretien, ces personnes qui avaient une communauté symptomatique, si j'ose dire, avaient également une communauté de vécu. Oui, Et que des personnes qui venaient me voir, par exemple, avec une douleur de genou, étaient souvent des personnes qui elles-mêmes avaient des difficultés à accepter des situations qu'ils vivaient dans leur vie, dans leur quotidien. Et donc, je me suis dit, mais y a-t-il une cohérence à essayer de trouver le fait que derrière une douleur à un genou, il puisse y avoir une problématique d'acceptation de vécu? Et tout à là, fait. j'ai cherché. J'ai cherché quels étaient les référentiels qui allaient me permettre de comprendre ça. J'en ai trouvé dans la médecine traditionnelle chinoise, j'en ai trouvé dans la psychologie moderne, et j'en ai trouvé dans une espèce de cohérence de fond qui était que, mais peut-être bien que ce qu'est la structure psychique d'un individu, c'est-à-dire son esprit qui anime son corps, eh bien, on voulait pouvoir trouver des cohérences et des convergences organisationnelles et structurelles. Et que si je considère que l'esprit, c'est ce qui anime le corps, qui est son véhicule, quand j'observe ce corps qui est visible et perceptible à travers la manière dont il est construit, je vais pouvoir en déduire une cohérence de fond à l'identique de ce qu'avaient fait les fondateurs de la médecine traditionnelle chinoise, Mm. qui est que sans doute l'esprit était construit à l'identique. Et que si dans mon corps, il y avait des systèmes organiques qui participaient à des fonctions communes, il y avait sans doute dans mon psychique des systèmes psychiques qui participaient aussi à une fonction psychique commune.
Si j'ai dans mon corps un système digestif qui me permet de digérer ce dont je me nourris sur le plan matériel, les nutriments, Oui, alimentation. il y avait certainement au niveau de mon psychisme un système digestif psychique qui me permettait de digérer les éléments matériels dont je nourrissais mon psychisme. Et qu'il y avait une cohérence à penser, que j'avais des pans de moi-même qui me permettaient de comprendre les problématiques financières, les problématiques matérielles, les informations historiques, etc., etc. Et que de là à penser que s'il y avait une tension sur la difficulté que j'ai à gérer des éléments matériels de ma vie, ça pouvait expliquer des tensions que j'avais sur ce qui me permettait de digérer la matière, c'est-à-dire mon estomac. Et là, je suis allé chercher dans les éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Et la médecine traditionnelle chinoise a un concept très intéressant qui s'appelle les entités viscérales et qui dit que oui, le corps est un véhicule pour l'esprit. Le corps est constitué de parties et sur chacune de ces parties s'appuie une partie du psychisme. Et que par exemple, sur les 5 organes fondamentaux, le foie, le cœur, la rate pancréas, les poumons et les reins, je vais avoir l'un des 5 pans psychiques fondamentaux qui s'appuie et qui vient chercher son énergie. L'énergie du foie, eh bien, c'est ce qui va générer un pan psychique qui s'appelle le Rune, qui est un pan psychique qui a la charge de gérer mes sentiments, mes affects, la conscience que j'ai de moi-même, etc., etc. Le cœur, c'est ce qui va me permettre de gérer ce qui est en charge pour une entité viscérale qui s'appelle le chêne, Chaîne. c'est-à-dire tout ce qui est mon champ de conscience psychique, émotionnelle, intellectuelle, de compréhension du monde, etc., etc. Et quand j'ai corroboré ça avec la connaissance de la médecine occidentale, aujourd'hui on parle beaucoup, par exemple, du Takotsubo, du fameux syndrome du cœur brisé, Oui, etc., où effectivement la médecine a démontré que quelqu'un qui vit un choc émotionnel important, notamment un deuil, la perte d'un être cher, son cœur se contracte et il y a effectivement des fibres musculaires cardiaques qui se déchirent. J'ai trouvé des liens de cohérence extrêmement profonds et puissants qui sont que lorsque j'ai un pan physique qui est affecté par quelque chose, ça a une conséquence sur mon psychisme, ou que lorsque j'ai un pan psychique qui est affecté par une tension quelconque, ça a des conséquences sur mon physique. Et c'est là où j'ai constitué petit à petit cette grille. Si je considère que mon estomac me sert à digérer les aliments, c'est-à-dire les éléments matériels qui me nourrissent, que j'ai un pan psychique qui me sert à gérer ce dont je me nourris matériellement, c'est-à-dire mes réflexions, mes pensées ou mes problématiques matérielles ou mes besoins de gérer la matière, et que ces deux éléments dépendent des mêmes énergies de fonctionnement. Si j'ai un appel d'énergie fort dans une direction, elle va se faire aux dépens de l'autre. ok. Ce qui veut dire que si, par exemple, je mange trop le midi, je vais avoir du mal à réfléchir l'après-midi, puisque mon estomac appelle toute l'énergie pour pouvoir digérer. Va travailler. Et donc, ça va se faire aux dépens de ma capacité intellectuelle à gérer les éléments matériels. Or, c'est effectivement exact. Si j'ai fait un très gros repas le midi, Oui, je vais avoir du mal à gérer un dossier compliqué l'après-midi. puisque là, c'est la rate et l'estomac qui sont en train de travailler. Voilà, Effectivement, c'est leur voilà, fonction. voilà. Mais qu'à l'inverse, si je suis quelqu'un qui est préoccupé énormément par des problématiques matérielles, je vais appeler toute l'énergie sur le plan psychique et ça va pénaliser l'organe. Et ça me permettait de comprendre pourquoi la maladie préférée des hommes d'affaires, c'était l'ulcère à l'estomac. Effectivement, le lien pouvait sembler évident à un moment Voilà. donné. Et à partir de là, eh bien, toute une cartographie qui peut s'articuler autour d'une idée de base qui est que la fonction organique peut être mise en lien avec la fonction psychique, allait me permettre de constituer une grille référentielle qui allait présenter un intérêt certain lorsque j'étais confronté à une tension ou un symptôme. Oui, et qui vous a permis de voir justement ces fameuses distorsions que vous utilisez ce mot, distorsion entre conscient et inconscient. Et ce que j'aime Oui, beaucoup, c'est votre image de dire, bah, un peu comme le coach tout à l'heure, c'est-à-dire une distorsion entre le scénario et l'acteur. voilà, c'est ça. Et l'idée du train que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait un scénario, mais l'acteur a choisi de changer le scénario à un moment donné. Et nous avons toujours cette liberté de le faire, mais ça a un prix. Le prix, ça s'appelle la maladie. Ça peut s'appeler la maladie, ça peut s'appeler l'accident, ça peut s'appeler le traumatisme,
Ça peut s'appeler le déséquilibre en général, parce que c'est pas obligatoirement maladie traumatique, ça peut être une tension, un malaise ou un mal-être. Dans un D'accord. premier temps, ça n'est pas obligatoirement quelque chose de très tensionnel, mais ça peut aussi s'appeler la maladie, c'est-à-dire que je pense que la capacité à aller au-delà du soin, parce qu'on sait soigner les maladies, et aller au-delà du soin qui s'appelle la guérison, passe Ouais. obligatoirement par l'identification du sens et par la rectification des comportements. C'est-à-dire qu'on est d'accord que la guérison ne passe pas uniquement que par le corps physique. Bien sûr que non. Elle est indissociable d'une prise de conscience. Et d'ailleurs, on dit en médecine traditionnelle chinoise que la maladie apparaît dans l'organe quand la conscience qui l'habite le quitte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on voit qu'à travers le processus douloureux ou de la maladie, eh bien, le corps nous oblige à ramener de la conscience dans l'organe qui a été atteint. Et que donc cette conscience, c'est une présence qui est fondamentalement nécessaire. Ben, le corps dit stop à un moment donné. Bien sûr. Et quand il dit stop, justement, c'est il nous donne le temps de prendre conscience du message. Il y a toujours une solution. Il y a J'aime beaucoup. toujours une solution. Il y a toujours un moment où on peut aller chercher une solution quelque part. Ça ne veut pas dire qu'elle soit simple. Ça ne veut pas dire qu'elle soit facilement accessible. Bien évidemment, bien évidemment. Et dans tout ce qui est mon propos, il n'y a à aucun moment une notion de pensée magique ou de Ouais. dire ben, il suffit d'eux et il n'y a qu'à. Il y a un certain nombre de situations dans lesquelles il est fondamentalement nécessaire de se faire aider. Mais dans la plupart des situations, et notamment lorsqu'on est confronté à des problématiques fonctionnelles ou à des pathologies non graves, on a tout à fait la capacité, si on prend conscience de ce qui se passe, de mettre en place tous les systèmes et les changements de comportement qui vont permettre à la maladie de ne plus avoir de raison d'être. Au fur et à mesure. Et moi, je pars toujours de toute façon sur l'idée que la guérison, c'est presque tout un processus de toute une vie et qu'on ne peut pas tout comprendre. Un peu comme tout à l'heure, vous parliez d'école. On ne peut pas tout comprendre en CP, on ne peut pas tout comprendre en CE1 et automatiquement, on aura juste des parts de conscience au fur et à mesure de la compréhension par rapport Absolument. à la maladie. Et c'est en grandissant, entre guillemets, en passant dans la classe supérieure où effectivement, nous aurons des éléments supérieurs qui nous permettront de comprendre et voir différemment la maladie et du coup d'avoir une conscience différente, encore plus grande par rapport à la maladie. Oui, mais c'est un travail, c'est une responsabilité, c'est un devoir. C'est-à-dire que c'est comme la station debout dans le corps qui est un effort permanent. On ne Mm. s'en rend pas compte, mais il y a des centaines et des centaines de milliers de fibres musculaires qui travaillent pour nous maintenir debout, etc. Il y a tout un système qui s'appelle la proprioception qui nous permet cet équilibre et cette station debout, etc. Et que par conséquent, dans le fait de cette conscience que l'on fait évoluer en fonction de sa propre croissance, il y a un devoir hein, d'investissement et ça ne veut pas dire qu'il faut être dans de la mortification, etc. Mais il y a une question de vigilance, il y a une question de nécessité à soi et de présence à soi, effectivement. Et que comme à l'école, eh bien sûr, les leçons, ça implique des devoirs, ça implique des choses à apprendre et à comprendre, et ça implique des temps dans lesquels, eh bien, comme on le sait d'ailleurs par rapport à notre réalité physique, nous savons parfaitement que l'entretien de notre corps, ça passe par une activité physique. Ben, l'activité physique, ça génère des courbatures, de la transpiration et parfois un peu d'inconfort. Il y a nécessité à une hygiène physique, il y a un devoir, on prend sa douche, on se brosse les dents, on s'entretient, etc. Il y a un vrai travail à soi pour rester droit, rester debout, rester en équilibre. Et que les moments où ça gêne un peu aux entournures, où il y a de la tension et un petit peu, eh bien, ce sont des rappels à soi. Vous avez utilisé un mot qui me plaît beaucoup, responsabilité, parce que moi, la première, je clame haut et fort que je suis responsable de ma maladie puisque j'ai une sclérose en plaques et que ça a été un Oui. discours, en fait, tout un cheminement de compréhension vis-à-vis de ce mot, de cette phrase, je suis responsable. J'aimerais bien avoir votre version, en fait. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot responsabilité? Parce parfois, certaines personnes peuvent taper sur ce mot en disant, mais je ne le comprends pas, ou il peut être parfois mal expliqué ou mal compris. Ben parce qu'il y a, si vous voulez, souvent une confusion entre responsabilité et culpabilité. La responsabilité, c'est comprendre que nous sommes le résultat de ce que nous faisons et de ce que nous avons fait. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un résultat de hasard et il n'y a pas une fatalité qui nous tombe dessus comme ça. Et j'ai pas eu un seul, j'ai actuellement un peu plus de 10 000 consultations en fiche, même si je ne consulte plus, ça fait un certain temps Mm. que je me consacre à la formation, à l'écriture, etc. Mais j'ai suffisamment de recul. Je n'ai pas une seule fois eu un patient
qui n'a pas finalement trouvé le moment clé où quelque chose s'était passé. Mais ça implique et ça suppose un temps de réflexion, voire même éventuellement de se faire aider, évidemment. Pour ça, il y a des possibilités, il y a des praticiens, j'en ai formé qui sont présents un peu partout, qui peuvent aider dans ce sens-là. Il y a à comprendre que quelque part, à un moment donné, quelles que soient les raisons de cela, nous avons participé à ce qui est en train de nous arriver. Et que, eh bien, parce que nous n'avions pas envie, parce que nous ne voulions pas, parce que nous ne savions pas, parce que combien de fois j'ai eu des patients qui m'ont dit, mais je savais qu'il fallait pas que je monte sur cette échelle, je savais qu'il fallait pas que j'aille à cet endroit, je savais que j'avais rien à faire là, je savais qu'il fallait pas que je mange cette chose de plus, etc. C'est-à-dire tout un tas de moments et de situations où quelque chose au fond de nous a essayé de nous envoyer un signal. La notion de la responsabilité n'est pas une notion de culpabilité, c'est une notion d'assumer qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu un fourvoiement, il y a eu un chemin qui a été pris qui n'a pas été le bon, il y a eu quelque chose qui a été... et à nouveau, quel que soit le contexte, quand j'ai parfois des personnes qui étaient venues en consultation, qui étaient des personnes qui en fait avaient réalisé une vie par procuration, qui avaient vécu Oui. des choses que d'autres voulaient pour eux, etc., etc., et qui se sentaient et qui se croyaient victimes de ça. Et je leur disais, mais attendez, à quel moment? Combien de personnes aujourd'hui continuent à porter des systèmes de pensée qui Oui. leur ont été certes inculqués et donnés, alors que leurs ascendants sont décédés depuis des décennies? Oui. Qu'est-ce qui les oblige à continuer à porter un tel flambeau? Si ce n'est un certain nombre de raisons, et sans doute la plupart du temps malheureusement de mauvaises raisons, mais encore faut-il les identifier, faut-il les accepter, et faut-il accepter la peur et le risque de faire quelque chose, et d'aller vers un être qui est un être que peut-être on méconnaît depuis des décennies et des décennies. Il va falloir accepter à un moment donné d'arrêter de se fuir et de voir dans le miroir quelqu'un qui a quelque chose sans doute de fondamental à nous dire, Mm. et que si nous avons un peu trop attendu, ben bien sûr qu'il y a sans doute quelques casseroles qui traînent et qu'il va falloir mettre à jour et éclairer. La responsabilité, c'est la capacité à accepter le fait que dans ce qui nous arrive, il y a eu à un moment donné une part de nous-mêmes qui a été impliquée dans ce qui a été le facteur causal. Et cette responsabilité, c'est une victoire, c'est pas une défaite. Mhm. C'est-à-dire, c'est être capable de s'être réouvert les yeux et d'avoir remis les choses en lumière. Prendre la responsabilité de ce qui a été et éventuellement des erreurs, eh bien, c'est un cadeau magnifique parce que si on a eu la capacité à se conduire dans un fourvoiement, ça veut dire qu'on a l'énergie et la puissance et la capacité à se sortir de ce fourvoiement. Tant que l'on n'a pas pris la responsabilité de ce que l'on est et de ce qui nous a conduit là où nous sommes, nous n'avons pas l'énergie et la capacité à nous en sortir. Mais, Et donc, c'est une vraie victoire. C'est une vraie victoire, mais ça signifie aussi se remettre en question, ce qui n'est pas bien forcément sûr, évident. bien sûr. Mais c'est le Mais, cheminement aussi vers la guérison. oui, et puis la responsabilité passe pas à travers le fait qu'à un moment donné, on va arrêter de dire que la faute, elle est dehors et que la faute, c'est les autres. Entièrement d'accord. C'est c'est mon processus et c'est mon cheminement également. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, je suis toujours étonnée, moi, quand j'ai des personnes en consultation, quand justement on rentre dans ce processus de guérison qui me disent, j'ai eu le cas plusieurs fois, qui me disent, mais en fait, j'ai peur de découvrir que je suis une mauvaise personne. Et j'ai tellement été étonnée d'entendre ce type de phrase en disant, mais j'ai presque envie de leur dire, mais en fait, la mauvaise personne, c'est la personne presque que j'ai en face là, maintenant. Ça, Même si c'est pas vrai, mais je dis, c'est celle qui parle, mais c'est celle qui parle. exactement. Voilà. Et on laisse trop longtemps, souvent, voix au chapitre à la partie, ce que j'appelle, en étant très trivial, la petite voix salope. C'est-à-dire l'espèce de chose à l'intérieur de nous qui est tout le temps dans la critique. Oui, J'ai expliqué ce processus dans deux de mes livres, hein, qui s'appellent Aux sources de la maladie et le dernier que j'ai sorti qui s'appelle Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. J'explique cette mécanique absolument incroyable et destructrice qui est que l'on laisse sans arrêt voix au chapitre à la partie critique qui est en nous et qui est celle qui petit à petit constitue une image de nous-mêmes qui est une image dévalorisée et dévalorisante.
La seule personne que l'on peut rencontrer quand on accepte de ramener de la conscience en soi est une personne qui est brillante et qui est lumineuse. Le problème, c'est que nous ne croyons pas que ça puisse exister à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le docteur Berne qui disait nous sommes des princes et des princesses, mais nous l'avons oublié ou nous ne le croyons pas et nous pensons que nous sommes des crapauds. Alors nous mettons un masque pour pas que les autres le voient. Et c'est d'aller au-delà de ce masque qui nous fait peur, parce que nous avons effectivement peur de rencontrer un crapaud, alors que peut-être bien que nous sommes un prince et une princesse. Et C'est tous ça. les contes qui étaient en fait non pas des histoires bêtifiantes pour les enfants, mais des textes qui étaient des textes constructeurs et destinés à nous découvrir, quand ils nous disent que lorsqu'on embrasse le crapaud va émerger un prince charmant ou Tout une à fait. princesse, eh bien ça ne nous parle que de nous-mêmes et qui est qu'à un moment donné, il va falloir que nous aimions ce que nous avons été, même dans l'erreur, Mm. pour pouvoir redevenir soi. J'explique souvent ça aussi à mes patients en leur disant, mais quand vous avez un petit enfant qui a une boîte, un cube, avec une face rouge, une face jaune, une face bleue, dans la face rouge, il y a un trou rond, dans la face jaune, il y a un trou carré, Oui, etc., et que vous le voyez s'échiner à mettre la forme ronde jaune dans le trou carré rouge, et qu'il n'y arrive pas et qui grogne, etc., est-ce que vous le traitez de tous les noms et d'imbécile, ou est-ce que vous le regardez avec tendresse et avec amour parce que vous voyez qu'il est en train d'apprendre et de comprendre? tout à fait, qui fait des erreurs. Eh bien, faisons pareil avec nous-mêmes. Nos erreurs ne sont que des tentatives d'avancer. Chaque erreur est une victoire parce qu'elle nous montre le chemin vers lequel il ne faut pas aller et donc par effet miroir et par effet de lumière nous montre la direction inverse qui est celle dans laquelle nous avons besoin d'aller. Aller à la rencontre de soi est quelque chose qui peut sembler inconfortable, mais qui est uniquement traduction de responsabilité, de regard culpabilité, parce que nous avons peur d'avoir été mauvais, alors que nous n'avons simplement pas été mauvais, nous avons osé essayer, osé apprendre, même si nous nous sommes trompés. Trompé, tout à fait. Mais que ce n'est pas une erreur et qu'on a toujours la possibilité de recommencer de toute façon. Absolument. Euh, Par rapport à la maladie, dans le processus, il y a le moment et l'endroit qui ont toute leur importance. Oui, bien sûr. Alors, il y a à la fois l'endroit, c'est-à-dire la zone physique, Ouais, la zone corporelle qui est malade et qui est pathologique et qui, elle, va parler de quelque chose de particulier. Il est bien évident que si j'ai une maladie du foie, de l'estomac, de la rate aux intestins, etc., ça va prendre un sens le particulier. message est différent. Voilà, le message est différent. Et ensuite, le type de la maladie lui-même va avoir un sens. Si c'est un état inflammatoire, si c'est une maladie de dégénérescence, si c'est par exemple comme c'est le cas pour vous, ou comme c'est le cas pour un certain nombre de pathologies, une maladie, une problématique auto-immune, tout ça Ouais. va avoir une caractéristique et va avoir un sens particulier qui vient enrichir ce qui est à comprendre derrière le phénomène pathologique. Et, Ah, de bien comprendre que dans ce processus de maladie, même si ça peut sembler parfois difficile, parce que parfois c'est extrêmement douloureux ou destructeur, oui. notre réalité physique n'est pas un ennemi, Mm. mais c'est simplement quelque chose qui essaie de crier et qui crie d'autant plus fort que la surdité a été grande au préalable et auparavant. Mais bien sûr que la zone corporelle va être importante. Et en même temps, il y a au-delà de cela quelque chose qui est aussi important, c'est que le repositionnement historique de l'émergence de la maladie est quelque chose d'important. C'est-à-dire la période de vie dans laquelle elle apparaît est aussi porteuse de sens. Ça n'est pas par hasard si c'est à tel moment ou à telle phase de la vie, à la fois à travers ce que l'on vivait contextuellement dans cette époque-là, ça c'est la première des choses, et puis la période d'âge qui était la nôtre. C'est-à-dire qu'en fonction des phases de vie qui sont les nôtres, eh bien il y a des grands cycles fondamentaux qui sont là Ok. et qui viennent nous parler d'épreuves particulières que sans doute nous avons eu du mal à dépasser et à traverser. Et ces cycles, vous pouvez un peu plus les décrire, les approfondir? Ce sont les grands cycles que la mythologie gréco-romaine, par exemple, nous développe à travers des phases de vie. Il y a des grandes cycliques. Il y a des grands moments dans la vie, 21, 42, 63, 84 ans, qui sont des phases d'âge, dans lesquelles se passent des choses qui sont des phases, des choses non négatives. 21, ce sont des grandes phases accidentelles qui peuvent arriver.
42, ce sont des phases de changement radical de vie, de changements radicaux de vie. Ce sont des phases où apparaissent aussi des problématiques cardiovasculaires, AVC ou etc., Ok, qui sont des chocs et des chocs brutaux importants. 63 ans, c'est aussi des phases de problèmes circulatoires type AVC, mais aussi Alzheimer, un certain nombre de grandes pathologies comme ça qui émergent, etc. C'est-à-dire qu'il y a ces grandes épreuves, c'est ce qu'on appelle des défis uraniens, parce que ce sont les cycles qui sont en lien avec la cyclique symbolique de la planète Uranus, Uranus, d'accord. hein, qui parle de quelque chose de particulier. Il y a les phases des 7, 14, 21, 28, qui sont les phases du cycle saturnien. Saturne, c'était le dieu qui dévorait ses enfants, etc., qui sont des phases extrêmement importantes, qui correspondent aux grandes phases cycliques. Hein. La vie d'un couple, c'est 7, 14 ou 21 ans. Hein. C'est souvent dans ces phases-là qu'il y a des D'accord. phases de rupture. Euh, euh, Ensuite, il y a les phases qui sont associées à Mars ou à Vénus, ou il y a des épreuves un peu plus proches, qui sont les épreuves des cycles herculéens, les 12 épreuves d'Hercule, les 12 travaux d'Hercule. Ben, ce sont les 12 épreuves fondamentales, les 12 étapes et les 12 marches de construction d'un individu. Et il arrive parfois, quand nous avons des pathologies qui réémergent selon ces cycliques-là, qu'il y a quelque chose à comprendre dans ces épreuves, qu'il y a des éléments qui sont à dépasser dans ces phases d'épreuves. Et notamment par rapport aux 12 épreuves herculéennes, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Dis-moi pourquoi ça m'arrive maintenant, Mhm. dans lesquels je montre comment la première épreuve herculéenne est celle de la capacité à la constitution de son territoire et son espace de vie, celle qui correspond à la manière avec laquelle on doit régler les choses intérieures et évacuer les anciens schémas qui sont des schémas référentiels, dans laquelle on doit gérer ses émotions, enfin, etc. C'est-à-dire, il y a 12 étapes fondamentales qu'on retrouve tous les 12 ans, Tous les 12 ans. euh, Ok. tous les 12 ans dans sa vie, et celles qui correspondent aussi aux 12 mois de l'année. C'est-à-dire que dans les 12 mois de l'année, on a souvent constaté, souvent beaucoup de gens constatent que le mois qui précède la phase anniversaire, si par exemple vous êtes né au mois de mai, le mois d'avril va être un Avril. mois compliqué. C'est ce qu'on appelle la maison 12 En dans astrologie. les analyses astrologiques, etc., etc., et qui est la phase en fait des épreuves. C'est-à-dire que là, on récolte tout ce qu'on n'a pas voulu régler dans l'année. Tout se retrouve à ce moment-là, dans cette phase-là, parce que pour passer dans le cycle de l'année suivante, il faut avoir D'accord. fait le ménage et ranger les choses. Et c'est comme dans une maison. Si je ne fais pas le ménage de toute l'année, au moment où arrive le printemps et où je vais devoir réouvrir un petit peu tout, eh bien, le ménage à faire va être lourd, va être compliqué, va être important. Et que donc les phases de vie dans lesquelles la maladie arrive, il faut les mettre en perspective avec les circonstances, c'est-à-dire l'environnement, qu'est-ce que je vivais? Je Ouais. vivais un stress au travail, je vivais un stress dans ma vie familiale ou personnelle, etc., mais également dans les phases de vie. Très intéressant, parce que c'est vrai que j'avais pas cette vision. Alors, j'avais cette vision cyclique, mais pas forcément de faire le lien effectivement avec tout ce que vous venez d'expliquer. Donc, merci infiniment. Je vous en prie. Oserais-je vous demander, justement, vous en avez un peu parlé par rapport à la maladie auto-immune. C'est quoi la symbolique de la maladie auto-immune? Est-ce que j'ai encore des choses à apprendre? Ou je vous pose une Oui. colle? Pardon, Non, non, non. c'était pas Ça, prévu. non, ça serait compliqué si, face à ce que j'écris et ce que je développe et aux formations que je fais, que vous me posiez une colle. Non, Euh, mais j'ai plutôt tendance à parler des choses que j'ai rencontrées en consultation, bien entendu, Mhm. mais dans les problématiques auto-immunes, il y a déjà une question qui est une question globale. C'est-à-dire que dans la problématique auto-immune, nous sommes confrontés à une pathologie dans laquelle notre système immunitaire se dérègle, se déparamètre, et se met à détruire des cellules de notre propre corps. Oui, Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que déjà, qu'est-ce que c'est le système immunitaire? Le système immunitaire, c'est un système immunitaire qui est constitué de deux pans particuliers. Il y a un pan qui est un pan inné, acquis, qui est le système de défense systématique réflexe reptilien du premier degré. Ce sont les macrophages, certains lymphocytes, etc., qui, dès qu'un agresseur, quel qu'il soit, arrive, le rejettent et le détruisent. C'est ce qui nous protège de façon viscérale et instinctive. ouais, c'est Et inné. puis, il y a une deuxième partie de ce système immunitaire, qui est le système immunitaire acquis, qui est celui qui se constitue au fur et à mesure des rencontres que nous faisons avec les agresseurs. Nous D'accord. rencontrons un microbe une première fois,
notre système immunitaire apprend, entre guillemets, c'est-à-dire développe les anticorps nécessaires pour faire face à ce microbe. Ce qui fait que, alors que la première fois, il nous a rendus malades, la deuxième fois que nous allons le rencontrer, nous serons capables de nous en défendre, et là, nous ne serons plus malades. C'est un des rôles, par exemple, que jouaient les maladies infantiles pendant longtemps, avant qu'on rentre dans le système de vaccination systématique. Eh bien, les maladies infantiles nous permettaient de fabriquer les anticorps qui permettaient de répondre à ces pathologies. Pour nous protéger, d'accord. Voilà. Ce système immunitaire, inné ou acquis, donc ces deux pans du système immunitaire, sont connus pour jouer ce rôle de protection par rapport aux éléments externes. Mais il faut savoir que le premier rôle de notre système immunitaire, d'abord, c'est de faire le ménage à l'intérieur. Et donc, c'est lui qui, par exemple, détruit nos cellules qui sont arrivées en fin de vie. Dans la fin de vie des cycles cellulaires, il y a une phase qui s'appelle l'apoptose, dans laquelle la cellule doit montrer et met à sa surface des marqueurs, signant que c'est sa fin de vie, et notre système immunitaire détruit ces cellules pour permettre à des cellules nouvelles d'émerger et d'apparaître. Okay. Et c'est lorsque ce système dérape qu'apparaît une maladie qui s'appelle le cancer. Quand une cellule est capable de cacher ses marqueurs, eh bien à ce moment-là, notre système immunitaire ne la reconnaît plus comme étant devant mourir, et donc elle continue à exister. Et elle va se développer, elle va proliférer, et c'est là où ça va commencer à poser un problème. Et donc notre système immunitaire gère à la fois l'équilibre dans le rapport au monde extérieur, mais aussi dans le rapport interne. Lorsque le système se déparamètre, eh bien il arrive que notre système immunitaire, à l'interne, se mette à détruire des cellules qui n'ont pas à mourir, mais qui sont identifiées à un moment donné comme étant des adversaires, comme étant des ennemis dont il faut se débarrasser. Oui, à abattre. Le premier stade de ça, c'est les manifestations de type allergique. Le pollen en tant que tel n'est pourtant pas un agresseur. Mais il y a un moment donné, pour des raisons données chez certaines personnes, il va être perçu comme tel, et donc je vais réagir violemment lorsque le pollen arrive. Ça s'appelle les allergies au pollen. C'est ce qu'on va rencontrer avec le gluten. C'est ce qu'on va rencontrer avec les poils de chat. C'est ce qu'on va rencontrer avec certains aliments. Notre système immunitaire réagit de façon excessive, disproportionnée et inappropriée face à des éléments qui ne sont pas des agresseurs, mais que lui considère comme tels. D'accord, c'est ça. Et dans la maladie auto-immune, eh bien, c'est ce qui se passe, mais avec nos propres cellules. Mais ce qui est intéressant au-delà de cela, c'est que ce système immunitaire qui se déparamètre, eh bien, il ne se déparamètre pas par rapport à n'importe quelle cellule. Chez certaines personnes, ça va être des cellules de la thyroïde. Ça va produire un Hashimoto. Chez certaines personnes, ça va être des capsules articulaires. Ça va produire une polyarthrite rhumatoïde. Okay. Chez certaines personnes, ça va se déclencher sous la forme d'une sclérose en plaques. Ça va se manifester sur des cellules de la myéline, etc., etc. C'est-à-dire que là, il y a derrière la maladie auto-immune un premier sens à comprendre qui est que sans doute, dans le rapport au monde extérieur, il y a une stratégie de survolonté de maîtrise et de défense par rapport à lui, mais excessive et exagérée et qui se retourne contre nous, mais qu'en plus, le type de cellule concernée va venir apporter un sens complémentaire en disant, mais si c'est sur la thyroïde, sur un Hashimoto, peut-être que c'est en lien avec mon potentiel d'expression de moi-même. Hein, la thyroïde, c'est la glande chef d'orchestre de l'expression, de la vitalité du corps. Et la thyroïde a la forme d'un papillon. Oui. C'est l'expression de soi, c'est le papillon qui s'envole, c'est-à-dire la chenille qui est sortie de la chrysalide. La transformation. Et la capacité à prendre son propre envol. Et qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. Si ça se passe dans la polyarthrite rhumatoïde, bien entendu, sans doute dans ma manière avec laquelle je tiens, ça se voit à travers la position des mains qui se referment, ma volonté de maîtriser et de tenir ce monde, eh bien, c'est quelque chose qui finit par me nuire et c'est ça que je finis par détruire. De ne pas lâcher prise. Et la sclérose en plaques, et bien entendu, ce sont mes vécus et mes ressentis par rapport au monde extérieur que je cherche à anesthésier parce que j'en ai souffert et j'en ai eu mal. Et c'est ma capacité à me mettre en mouvement par rapport à ce monde que je vais aussi mettre sous le boisseau, et etc. Et que derrière la pathologie auto-immune, il y a vraiment un signal extrêmement puissant de dire non, il faut que je pacifie mon rapport à la vie et au vivant,
que je l'aperçoive moins comme étant un potentiel qui m'est néfaste, etc., et que je reprenne confiance dans ma capacité à m'en protéger de façon juste et adaptée. Mhm. C'est un vrai process de réadaptation. Ce qui est troublant, vous savez, dans toutes les pathologies auto-immunes, par exemple, chez les femmes, c'est que lorsqu'elles sont enceintes, elles vivent ce qu'on appelle une rémission. Oui, oui, oui. Et que derrière cette rémission, on voit bien que quand le système immunitaire se tranquillise, se calme, or dans la constitution du fœtus, il a besoin de se calmer, sinon il le détruirait, ce fœtus, et bien à partir de ce moment-là, la pathologie auto-immune s'arrête. Mhm. Et qu'il y Alors, a sans doute un potentiel. Et très troublant d'ailleurs, puisque dans la sclérose en plaques, même, on voit des plaques entières de myéline qui avaient disparu qui se reconstituent, montrant combien ça n'est pas quelque chose d'irrémédiable et de définitif, mais que la difficulté, elle est dans la façon de trouver la clé. Comment trouver la clé à cela? exactement. Et c'est vrai que, bon, alors moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant pour d'autres raisons. Et on m'avait toujours dit, le neurologue, pour me rassurer justement dans ce processus, me disait, mais on appelle toujours justement la période, les 9 mois de grossesse, la lune de miel. Oui, c'est ça. Tout se passait super bien, quoi. Il y avait jamais de. Alors, il pouvait y avoir des complications après, mais que pendant la grossesse, c'était idyllique, en fait, même avec une maladie auto-immune. Oui, Mais absolument. justement, ce qui est intéressant, ce que vous venez de dire, c'est que on est capable d'observer justement que, par exemple, bon, là, si on prend le cas de la sclérose en plaques, de voir effectivement une évolution favorable Oui, au point de vue neurologique. oui, bien sûr. Et cette évolution favorable, elle s'accompagne de plein de choses. Bien entendu, il y a un accompagnement essentiel à faire sur le plan alimentaire, par exemple. Il y a un certain nombre de facteurs aggravants sur le plan alimentaire, comme par exemple tout ce que sont les déséquilibrants alimentaires, comme les sucres rapides, Oui, qui sont un véritable poison, et notamment sur le plan neurologique. Les produits laitiers, les molécules des produits laitiers, c'est un véritable poison sur le plan neurologique et sur le plan nerveux. Tout ce que sont les acidifiants organiques, c'est-à-dire les viandes rouges, un certain nombre de choses comme ça, et qu'il y a une régulation véritable à mettre en place. Et je dis bien régulation, je dis pas coercition, je dis pas interdiction, je dis pas oui, etc. Ça, oui, c'est la première des choses. Qu'ensuite, il y a des compléments alimentaires. Il y a des choses extrêmement puissantes qui peuvent se faire en immunothérapie ou à travers des processus de désensibilisation qu'on peut faire par des isothérapies en homéopathie. C'est important d'essayer de trouver un médecin homéopathe qui soit capable de faire une analyse précise des éléments qui sont des facteurs aggravants. Et qu'il y a bien sûr tout un processus tel que vous l'avez fait de prise de conscience de ce mm, qu'il peut y avoir derrière ça. Et on voit à la fois des améliorations. Il y a un grand spécialiste des huiles essentielles qui s'appelle Dominique Baudou, a développé à travers son laboratoire qui s'appelle Pranarome, a développé oui. des compléments qui sont des compléments au niveau des huiles essentielles qui sont extrêmement utiles et qui permettent de vraiment améliorer des états. De rentrer dans ce processus. Oui, absolument. On va arriver à la fin de cet épisode du podcast. Je vous remercie déjà pour tout ce que vous avez développé et pour cet échange. Euh, si je vais vous laisser le mot de la fin, mais du coup, ça serait quoi votre message par rapport à la maladie? De la voir comment, cette maladie? Ou notre corps, ou l'énergie dans l'ensemble? Ben, je crois que c'est quelque chose d'assez trivial que je vais dire, mais qui pourtant est majeur et fondamental, c'est de ne pas voir dans la maladie un ennemi. Même si celle-ci peut être destructrice et violente, même s'il y en a même qui sont, entre guillemets, incurables. La maladie est une tentative désespérée de quelque chose au plus profond de nous-mêmes de nous envoyer un signal. Se réapproprier déjà cette idée-là, c'est transformer la maladie en une victoire majeure. Oui, Et je suis toujours très prudent dans ce que je dis là, et c'est pour ça que je m'appuie souvent sur des exemples que j'ai eus avec des patients, parce que on peut sinon m'objecter que c'est tellement facile à dire qu'en soi-même on n'est pas malade et que soi-même on ne souffre pas. J'ai eu un jour une patiente, une personne qui me téléphone, qui me dit voilà, j'aimerais avoir un rendez-vous, une consultation avec vous, etc. à l'époque.
Donc je lui dis oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc je lui propose une date. Et puis je demande toujours, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, écoutez, oh, c'est très simple ce qui m'arrive. J'ai un cancer du péritoine et je suis en phase terminale. Il me reste à peu près une quinzaine de jours à vivre. Wow. Et alors là, moi, je suis séché et je dis, mais attendez, madame, qu'attendez-vous de moi? Je dis, je ne suis pas un magicien. Comment elle dit, ne vous inquiétez pas de ça, monsieur, on en parlera. Donc très bien. Et cette personne vient effectivement me voir et elle me dit une chose très basique et très simple, monsieur. Elle me dit, monsieur, je ne tends pas de vous que vous me guérissiez. J'attends juste de vous que parce que vous allez me permettre de comprendre ce qui m'arrive, je puisse passer plus facilement de l'autre côté. Je vous Oh, garantis que j'ai pris une gifle ouais. magistrale et que j'étais séché, quoi. Et on a fait un travail absolument mais magnifique et somptueux avec cette personne. Et elle m'a autant soigné que moi j'ai pu Ah lui ouais. apporter quelque chose parce que on est allé vraiment mais au bout extrême de la question du sens et de comprendre que dans la maladie, bien sûr, euh, euh, il y avait un processus de vie qui était un processus de vie parfois douloureux et extrêmement difficile, mais qui était un processus dans lequel on pouvait grandir même jusqu'à la dernière seconde. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un peu à l'image de se crucifier à côté du Christ qui, quelques instants avant sa mort, a eu sa rédemption, c'est-à-dire dans l'idée de dire que si à un moment donné, j'accepte au plus profond ce que le processus de vie est en train d'essayer de crier à travers Mm. moi, De m'apprendre. il y a sans doute déjà une victoire majeure qui aura été faite. Et qu'au-delà de cette extrémité-là que je viens d'évoquer, toutes les gradations sont possibles. Mais que la maladie, et c'est souvent le cas, j'ai tellement pris de gifles et de leçons avec des personnes aussi qui ont des handicaps ou qui vivent des situations d'épreuve majeures, qui est que à aucun moment je ne dois accepter que la maladie me mette à genoux. Oui. Je dois toujours garder la tête droite, même si c'est en souffrance ou en douleur, parce que quelque part, je sais que mon être, qui est au-delà de ce qu'est ma réalité physique, Mm. lui continue à exister et qu'il engrange et qu'il mémorise ce qui a été. Exactement. Magnifique message. Et pour conclure et aller dans le même sens que vous, euh, moi, je remercie ma sclérose en plaques. Je remercie ma sclérose en plaques parce que grâce à elle, je suis qui je suis aujourd'hui, même si je suis en constante évolution. Je fais ce que j'aime faire aujourd'hui grâce à elle. Et, ce podcast existe grâce à elle et finalement, j'ai l'honneur de vous interviewer là aujourd'hui grâce à elle. Parce que ce processus-là, je l'aurais peut-être pas eu si j'avais pas eu de sclérose en plaques. Donc au Mais final, moi, écoutez, je je suis très remercie. touché par ce que vous dites. Je suis très touché par ce que vous dites et je peux vous dire une chose, c'est que je n'aurais pas fait le chemin que j'ai fait s'il n'y avait pas eu des gens comme vous. C'est-à-dire que, mais non, mais c'est très sincère et Merci. c'est vrai. Parce que c'est dans l'évolution d'un praticien et dans l'évolution d'un thérapeute en général, si celui-ci ne se nourrit pas au niveau qui convient de ce que ses patients viennent aussi lui dire et de la manière avec laquelle il le bouscule, s'il n'y vit pas les interpellations qui sont les interpellations qui vont le faire grandir lui-même, il ne peut pas aller au bout du chemin qui est le sien. Et que c'est souvent et toujours même un chemin qui se fait à deux, quel que soit le niveau de la pathologie. Et très, très sincèrement, oui, parce qu'il y a aussi des gens comme vous qui, à un moment donné, prennent les choses à bras le corps, eh bien, beaucoup de choses et beaucoup de connaissances peuvent grandir et peuvent évoluer. Merci infiniment pour ces mots. Ça me va droit au cœur. Et, Merci à vous. et une magnifique conclusion pour cet épisode. Merci Michel Merci à vous. Odoul. Merci, Véronique. Vous pouvez retrouver Michel Odoul sur sa page Facebook et également si le shiatsu vous parle, si vous désirez être formé. Vous aurez tous les liens pour retrouver les formations et également l'Institut français de shiatsu dans le descriptif de cet épisode. Et n'oubliez pas le livre de référence de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite.